Donc la pratique de la tchatchad, ça vient de chez nous. C'est une façon de se parler où on essaie de faire tomber ce qu'on est en général quand on se présente. Voilà, je suis chirurgien, je suis psychiatre, je suis journaliste, je suis juste moi. Voilà, donc je suis Jean-Marie. C'est bien de s'introduire par son prénom. J'ai entendu ça hier, je trouve que c'était pas mal finalement. Vous levez la main et vous avez la parole. Le sujet dont Ali va développer un petit peu quelques angles, c'est un lien de toute façon avec le voyage du musée nomade du quotidien qui a traversé divers territoires. Il l'a dit un petit peu tout à l'heure rapidement, mais je le rappelle. Donc on a eu comme sujet de discussion la question de l'enfermement et la question de l'habiter. Habiter, par quoi, par qui, où. Ça c'était mercredi. C'est pour vous frustrer que je vous dis tout ça, hein, parce que c'était vachement intéressant. C'était très intéressant. Jeudi, c'était la question de la sociologie, avec une discussion et une façon d'aborder les choses où on a essayé de mettre en place l'expérience de la sociologie sous différents registres, avec la construction d'un char de carnaval où il y a un mélange entre des élèves du lycée professionnel de l'Estac et une association qui s'appelle Charivari, la mairie de secteur qui est avec nous aussi là-dessus, et les centres sociaux autour de la construction de chars. Donc la folie, on la partage, et est-ce que justement on la rencontre en permanence et on a moins peur de l'autre? Voilà, je m'arrête là-dessus. On a vu hier la question du rétablissement qui était assez nourrie aussi, assez intéressant comme débat. Parce que la question du rétablissement pose la question des limites, justement j'en parlais tout à l'heure, de quand on bascule de la norme, de la normalité ou de la normalité ou de la normalité. Hein, on a travaillé quand même sur le musée nomade, hein, parce que ça vient du musée nomade. C'est quand on faisait nos pérégrinations. Voilà, donc aujourd'hui on arrive un peu au fil de ces discussions sur quelque chose qui nous a apparu assez clair quand on était dans notre container, ou pas d'ailleurs, parce qu'on a eu le jour où on n'était pas dans le container. C'est évidemment l'étrangeté de l'autre, c'est-à-dire l'altérité précisément. Et quand on parle de folie en plus, quand on parle de santé mentale, précisément, on devient très étrange et très étranger. Et finalement, on a subi un petit peu ce rapport de regard à l'altérité. Voilà, on est un autre perturbant, peut-être un peu perturbé aussi d'ailleurs. Et ça a été particulièrement intéressant autour de l'évêché, puisqu'on était à côté de l'évêché et qu'on n'a pas vu beaucoup de policiers, mais on les a vus nous voir et nous regarder. Enfin bon, je ne veux pas vous décliner ça, je vous expliquerai si ça vous intéresse tout à l'heure. En tout cas, folie, altérité, Ali, je te cède la place. Et c'est parti. Oui, donc merci, tu me mets dans la merde. C'est habituel. Hein. Oui, donc l'idée. Tu es chercheur de merde, tu en trouves un. Non, là, l'idée, c'est que souvent, on fait des tchatchades ou des réunions, parler pour parler. Ah, voilà, il y a une personne qui fait partie de l'échiquier. On dit tous « Bonsoir Dolores Torres ». Bonsoir Dolores. Ouais. Oui, bonsoir Margot. Non, là, pour faire le lien très vite, là. Moi, c'est le souci, là, la ficelle que je tire, c'est que dans les quartiers nord, je reviens à ça parce que je vis ici et chaque fois on veut changer les choses. D'abord, c'est localement qu'on les change. C'est là où on est, où on vit. Et donc, très vite, ça m'est apparu évident que ça fait 30-40 ans qu'on est sur les quartiers nord et on a des tempêtes de chaos social, de douleur. Et apparemment, ça dérange personne. Et donc, on a essayé de convoquer. Personne n'a sa réponse, mais tout le monde a un avis. Alors nous, l'idée, là, c'était, au-delà d'une parole et d'une rencontre, c'est comment on met en place la population, la politique de secteur à travers celle qui se cache, la Samia Ghali. Aussi avec Dolores Torres, qui est aussi psychiatre à Édouard Toulouse, Marianne Hawkinson, la grande Marianne, et tous les acteurs, les infirmiers. Vincent Girard, lui, j'arrive, on le garde pour après. Tu arrives par la fin. On le garde pour après. C'est comment on peut essayer de déclencher des solutions. C'est le truc, voilà, l'objet. Là, il va arriver aussi un élu de la santé qui est Padovani. Donc, ensemble, on n'a plus de raison de dire c'est le politique, c'est le psychiatre, c'est le patient. Voilà, c'est un problème. On va essayer de tout recomposer ensemble et comment chacun peut amener son grain de sel pour effectivement. Et voici Padovani, le Corse des médecins. On applaudit. Patrick, tu fais toujours les bonnes entrées. Ben oui. Voilà, donc là, il faut le faire entrer dans le cercle. Hein. Et Vincent, tu peux te mettre devant, quoi. Tu fais partie de l'équipe. Hein. Bienvenue. On ne va pas te tomber dessus tout à l'heure comme hier, hein. C'est pas tout de suite.
Non, pas de suite, Ali. Lui fais pas ça. Hier, tu lui as fait. Et après? Là, c'est ce que je vais faire, comme il y a Dolores Torres qui m'a souvent dit, mais Ali, moi, je viens s'il y a des politiques. N'est-ce pas, Dolores? J'ai dit ça, moi? Ouais. Ouais. Alors, regarde, vous verrez après. Non? Alors, peut-être une précision. Si on les appelle par leur prénom, c'est qu'on les connaît et que Ali a fait un travail d'entretien avec la plupart de ces personnes autour de la folle histoire de fou, pour aussi travailler sur la question de la représentation des institutions, qu'elles soient les institutions de la santé ou les institutions politiques. C'est pour ça qu'on voulait questionner aussi la police. On a essayé aussi de questionner les baumettes, mais ça, c'est pas bien terminé. Voilà. Ouais, Oui. donc, Donc c'était cette question-là, c'est pour ça que je te peux donner le relais sur tu ça. me tends le fil parce que je me suis un peu égaré. C'est ça. L'idée, c'est comment justement sortir de la folie toutes les ficelles. Parce que c'est un fourre-tout, la folie. On y met de tout, quoi. Hein. Donc voilà. Il y a Anne Lovell aussi qui est ici, qui va nous donner son regard. Elle est où, Anne? Anne Mylène aussi. Voilà. Ça, c'est des personnes que, à mes yeux, ils ont un regard à additionner avec d'autres. Alors, j'espère que vous n'allez pas me laisser dans la merde. Vous me laissez à parler. Allez, Dolores, peut-être comme ça, cash. Bonjour à tous. Donc, c'est la semaine d'information sur la santé mentale. Et, ah oui, en plus. Et oui. On a tendance à l'oublier, nous, on est dans les quartiers nord, on n'a pas l'impression que c'est la semaine d'information en santé mentale. Mais tu as raison de le préciser. Et c'est national, ça veut dire que dans plein d'endroits en France, il y a des manifestations dans la cité pour justement parler, communiquer, échanger, dire qu'est-ce que c'est la santé mentale, qu'est-ce que c'est se sentir mal dans sa tête, ne pas en avoir honte, lutter contre la stigmatisation. Voilà, c'est vraiment, il y a plein d'endroits où il y a des films, des débats comme celui-ci. On était il y a quelques jours donc aussi sur un colloque sur les adolescents. J'étais aussi sur un colloque sur les autistes. Où j'ai vu un très beau spectacle donc avec des jeunes autistes qui sont de vrais artistes. Et voilà, on est là avec tout le monde. Et je crois qu'il est important qu'à certains moments, les psychiatres soient dans la cité pour répondre à des questions, pour débattre, pour un peu dédramatiser cette étiquette. C'est vrai qu'on travaille à Édouard-Toulouse avec Marianne, avec Margot. Et Édouard-Toulouse, dès qu'on dit où est-ce que tu travailles à Édouard-Toulouse, oh là là, ça craint. Hein. Mais non, ça craint pas. Édouard-Toulouse, c'est un endroit où on est là pour soigner. Il y a plein de structures de soins. Il y en a 50 dans tous les quartiers nord de Marseille pour pouvoir accueillir des adultes, des enfants. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient l'hôpital qui enferme. Et c'est vrai que l'hôpital, à certains moments, c'est vrai qu'il enferme. Et que c'est important d'en parler aussi, de dire pourquoi. On est un peu là aussi pour essayer d'en sortir, et en particulier vous, psychiatres, qui êtes un peu à la figure de proue, en fait, finalement, de ça. Peut-être que justement, est-ce que vous sentez enfermé dans vos murs? Je sais que vous faites plein de choses pour en sortir, hein, c'est pas ce que je veux dire. Est-ce que précisément, vous êtes enfermé, vous, dans les murs, et comment leur rapport à la population se fait comment? Je veux dire, parce que vous avez des patients, vous avez des gens qui sont donc diagnostiqués. Alors, en gros, un petit chiffre, dans la cité. 90% des patients que l'on suit ne sont pas hospitalisés à Édouard-Toulouse. 90%. Voilà, c'est les 50 structures dont je vous parlais, partout dans les quartiers nord de Marseille, 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16. C'est des lieux où on accueille les gens gratuitement, des centres de consultation, des hôpitaux de jour, des centres d'accueil à temps partiel, on a des appartements associatifs, on a plein de lieux. Mais les gens ne voient que l'hôpital. Nous, notre but, c'est que la personne, elle vive chez elle, elle soit soignée là où elle habite, là où elle travaille, là où elle a, moi je dirais, un espace social où elle existe. Voilà, ça c'est notre but, parce qu'on peut se soigner en étant citoyen, en n'étant pas mis à l'écart. Et c'est ça le mouvement de la psychiatrie depuis des années, c'est de sortir de cet isolement, parce qu'on a le droit d'être malade de la tête, comme on peut être malade des pieds, des poumons, de quoi que ce soit. Il y en a marre d'avoir honte d'être atteint de troubles psychiques. Voilà, ça, il y en a marre d'avoir honte de ça. On a le droit d'avoir des problèmes psychiques et de les soigner et de ne pas tout de suite être montré du doigt. Moi, j'aimerais profiter, puisqu'il y a des citoyens et des politiques, oui, pour dire que si je rejoins Dolores sur ce combat-là, et que bon, elle le sait très bien et qu'on y est tous les jours,
La réalité, c'est que effectivement, quand tu demandais tout à l'heure, Jean-Marie, est-ce qu'on a le sentiment d'être enfermé? Oui. On a le sentiment d'être enfermé, oui. D'être seul, oui. Que surtout, il y a une très forte pression pour qu'on reste bien à l'intérieur et qu'on y enferme avec nous le plus possible, le plus longtemps possible. Souvent, j'entends « gardez-le à vie ». Parce que c'est ça que j'entends. Garder à vue, garder à vie, joli. Voilà. Les malades. Donc, c'est vrai qu'on a en permanence à lutter contre ça. Alors, j'ai beaucoup entendu aussi de la part de gens qui ont été pris en charge ou qui le sont encore, ou notamment hier beaucoup, un discours sur les psychiatres nous obligent, nous enferment. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on est souvent, et si on ne lutte pas contre ça, si on n'y prend pas garde, et beaucoup d'entre nous y participent, parce qu'en tant que citoyen, on peut avoir la même idée que les autres citoyens, c'est-à-dire enfermer, parce que quand même, la tendance générale, c'est ça. C'est d'exclure et d'enfermer. Et nous, on a à lutter, enfin nous, quelques-uns d'entre nous, on essaie d'être le plus nombreux possible, on se bat contre ça. Mais on a souvent l'impression d'être seul. La dernière enveloppe budgétaire pour améliorer, qui a été donnée par l'ARS il y a quelques semaines, c'est pour augmenter la hauteur des grilles des cours des secteurs fermés. Parce qu'il y en a un qui a eu l'idée de s'en aller. Voilà. Merci Marianne. On peut être aussi enfermé dehors, hein. Moi, je l'ai entendu bien. Tout à fait, voilà. Bien sûr. Oui, bonjour Vincent, moi aussi je suis psychiatre. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire... Ce que vient de dire Marianne, c'est vrai qu'on subit une pression très forte de la société pour non seulement enfermer les gens, les obliger à prendre des traitements, contrôler leur comportement, et qu'on n'est pas beaucoup à essayer de résister, et que et qu'on a besoin d'être soutenu aussi, et que c'est encore plus compliqué quand la famille nous demande aussi de faire ça. Et donc il faut bien comprendre que ce système qui ne soigne pas les gens et même les maintient malades, voire aggrave leur maladie, et qu'on appelle ça du soin alors que c'est juste de la contrainte pour les obliger à être le plus silencieux possible en fait, hein, le moins dérangeant, c'est lié aussi au fait que nous tous, en tant que citoyens, à certains moments, on n'accueille pas les gens dans leurs différences. Donc c'est pour ça qu'on fait des réunions comme ça aujourd'hui, c'est pour essayer d'en discuter et tisser des fils et trouver des alternatives. Et heureusement, et on en a vu pendant ces 4 jours, c'était extraordinaire parce qu'il s'est passé plein de choses avec beaucoup de liberté. Et donc il y a plein d'espoir aussi autour des alternatives. Et je pense qu'il ne faut juste pas se laisser bouffer par la morosité ambiante, et je trouve que cet endroit-là, en tout cas, moi, ça m'a apporté beaucoup d'espoir. Et voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Oui. Moi, je voudrais un peu glisser et déporter un peu le débat, parce que sur le travail qu'on a pu faire avec le conteneur, un point commun qu'il y avait dans tous les territoires, c'est l'enfermement. On est passé par Édouard-Toulouse, c'est une prison à ciel ouvert, quoi. Et même les psychiatres, c'est moi je les ai appelés dans le livre des geôliers de l'esprit, parce qu'eux-mêmes sont enfermés dans un lieu, en sachant que l'environnement favorise justement cet état d'esprit. On se dit, putain, alors, le patient, dans quel état il doit être, quoi. Si le psychiatre est enfermé, celui qui donne des soins, plus la structure l'enferme, on imagine l'état d'esprit, quoi. Ensuite, on est passé par la police aussi. Alors la police, ça, c'était rigolo, parce que ça me renvoyait à vraiment... Ce qui ressortait, c'était la logique des boucs émissaires. Et la police l'incarnait aussi. C'est comme les jeunes des quartiers, quoi. Chaque fois qu'il y a un problème, on dit soit c'est les jeunes, soit c'est les flics. Et donc ce fil était commun chez les psychiatres aussi. Donc je me suis dit, tiens, on est vraiment dans un état, un contexte où tout est cloisonné, quoi. La souffrance, dans les quartiers nord aussi, elle est enfermée. Les politiques sont enfermés. Donc... Si on fait tous ce constat-là, à ce moment donné, est-ce qu'on peut s'affranchir 2 minutes
ensemble, de se dire, tiens, on élève le débat, quoi. Parce que moi, quand je regarde dans les quartiers, je reviens, je vais faire un petit retour, et après, je vois qu'il y a Anne qui me regarde. Il y a un truc qui est frappant, c'est justement, on essaye chaque fois de mettre des pansements. Un coup, on envoie un psychiatre, un coup, on envoie un politique, un coup, on envoie l'abbé Pierre, quoi. Mais vraiment, on se fout de nous, quoi. T'as oublié les flics? Non, les flics, ça va, ils ont assez fait, quoi. Non, mais ils étaient présents dans un coup. Oui, non. Mais je dis ça, c'est parce que la police est juste un élément parmi d'autres dont se servent les politiques pour les mettre en avant, quoi. Quand je dis les politiques, c'est presque la vulgate de la police. Et donc, j'aimerais bien que là, on se dit, on fait un constat dans les quartiers ici. Là. On y est, comme ça, on ne va pas trop loin, on ne va pas faire des digressions qui n'ont ni queue ni tête. Concrètement, là, quand on fait sur le 16e arrondissement, et je te passe le micro, Samia, parce que tu es aussi responsable de... Quand tu vois l'état des lieux dans lesquels on se trouve, presque c'est un apartheid de... Je vais prendre l'inverse du mot, un apartheid du lâcher-prise. Chacun fait ce qu'il veut, quoi. Du moment qu'il le fait dans son territoire. Jusqu'à quand on va laisser cette fermentation de la souffrance? Voilà la question posée. On va lui brûler les lèvres. Samia, tu veux bien répondre? On va essayer. Tenter, hein? Non, mais tout à fait. D'abord, je voulais vous remercier, Jean-Marie et Ali, pour tout le travail que vous avez fait, parce que je sais que c'est un travail de longue haleine pour en arriver à cette première étape, parce que c'est une première étape et j'espère qu'il y en aura d'autres. Oui, moi aussi, je suis heureuse de me retrouver ici parmi vous, notamment avec Patrick Pavdovani, avec qui nous avons de très bonnes relations et on essaie aussi de travailler ensemble. Vous voyez, au-delà des fois des étiquettes politiques, comme quoi faut pas croire, il faut pas non plus avoir non plus de stigmatiser les politiques aussi et nous mettre tous dans le même bain parce que c'est valable pour tout le monde et pour nous aussi. Il y a Christian Lancien, mon adjoint donc, qui s'occupe du handicap à la mairie des 15-16, Kader Benayed qui s'occupe de la jeunesse à la mairie de 15-16 qui sont parmi nous. Il y avait tout à l'heure de la table, mais comme il y avait une autre manifestation, il fallait se départager sur le territoire. Donc d'abord, remercier tous les acteurs parce que oui, l'association L'Abbé Pierre, la PHM, Édouard Toulouse, les centres sociaux, tous les acteurs et qui se mettent, qui travaillent ensemble pour réfléchir à ces questions. Et moi, je suis contente, je vais vous dire franchement, et pour répondre à ce que tu dis, Ali, parce que nous, les politiques, on se prend aussi plein fouet tout ce qui ne va pas. Et on a tendance alors on porte tous les maux de la terre, parce que dès que ça ne va pas, c'est plus facile de dire Tania, les politiques sont bidons, ils sont nuls, voilà, c'est très bien. Mais une fois qu'on l'a dit, on n'a rien résolu. Mais quand on est des politiques qui travaillent, et il y en a, pas tous de la même manière, c'est vrai, mais croyez-moi que la souffrance, on la voit au quotidien. Et elle est palpable à tous les niveaux. On est dans un territoire, bon, je parle pour les 15e, 16e, je parle au moins de ce que je connais, où les souffrances, les familles en souffrance, les enfants en souffrance. On ne parle pas des enfants. Mais quand on parle souvent de délinquance, et je l'ai dit d'ailleurs souvent sur des plateaux télé, on ne parle pas de crise d'adolescence. Vous avez remarqué qu'il n'y a jamais de crise d'adolescence dans les quartiers nord. C'est-à-dire que quand c'est chez les enfants, chez des bobos, enfants de bourgeois, enfants des quartiers en tout cas qui sont bien nés, là ça devient tout de suite un enfant qui fait une bêtise, il est en pleine crise d'adolescence, il faut le comprendre, il faut l'accompagner. Ici c'est un voyou. Donc il y a besoin là aussi de faire un travail là-dessus, c'est-à-dire que moi je considère aujourd'hui que nous avons des enfants, et ça commence comme ça, qui sont dans le mal-être. Parce que les familles monoparentales, une séparation, là je parle, j'en profite, j'ai des psychiatres, donc c'est le métier, mais les séparations, c'est quelque chose de très dur à vivre, c'est encore plus dur à vivre dans ces quartiers. Moi quand je vois le rôle qu'on fait jouer à la mère, ce qu'on fait vivre à la mère, c'est-à-dire que lors de la France, lorsque l'enfant ne va pas à l'école, on condamne la maman, le papa, lui, on ne condamne pas. C'est-à-dire que même s'ils sont séparés, que la maman la garde de l'enfant, je considère que le parent, il n'a pas non plus, on ne lui a pas enlevé l'autorité parentale. Donc il a aussi le devoir de savoir ce que fait son fils, au-delà de lui donner une pension alimentaire. Et dans ces quartiers, non seulement il n'y a pas la pension alimentaire, mais il n'y a même pas le fait qu'on aille accompagner, aider cet enfant qui n'a même plus de repère masculin, qui n'a plus la notion finalement du bien et du mal. C'est un vrai problème dans nos quartiers. La notion du bien et du mal, c'est quelque chose que j'ai constaté. La souffrance, ensuite, il n'y a rien de pire pour des enfants qui voient souffrir leur mère, des fois en silence, des mères qui se battent, qui essaient de faire ce qu'elles peuvent.
savez, tout à l'heure, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention sur les questions de la drogue. Vous savez, c'est quelque chose qui me touche énormément. Dans les années 80, j'ai vu des mamans se battre corps et âme pour essayer de sortir leurs enfants de cette sale bestiole. Ça n'a pas été simple, elles ont été ignorées. Elles se sont retrouvées seules face à un démon, parce que la drogue, c'est un démon, dont elles ne savaient pas faire face. Il n'y avait pas de médecin, pas de psychiatre, pas d'accompagnateur, pas d'accompagnement pour la famille, pas d'accompagnement pour le malade, parce que c'est une personne malade, une personne qui se drogue. Et tout ça, il a fallu faire face avec tout ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Ces mères-là, elles ont vu les nouvelles été peut-être été plus malines que les autres, en se disant, ben, finalement, nous, on ne va pas consommer, mais c'est nous qui allons faire consommer les autres. Et ce mal-être, on le voit maintenant dans les autres quartiers, on le voit surtout dans les quartiers sud où effectivement la drogue fait malheureusement des ravages. Donc on est dans une société qui a besoin d'être soignée, excusez-moi de le dire de cette façon, mais je le pense sincèrement. Voilà. Mais c'est noble d'être soigné, hein. C'est pas péjoratif chez moi, hein, bien au contraire. Et je trouve qu'on a besoin, et vous savez, au Sénat, j'ai été vice-présidente de la commission qui a travaillé sur justement la drogue, la question des maisons de shoot, ça fait partie d'un gros débat. Et on est quand même le pays le plus consommateur au monde de calmants quand même. Donc ça montre à quel point en France on est quand même déjà prédestiné à être peut-être plus fatigué que les autres, j'en sais rien. Voilà. Donc il y a besoin de s'aider, mais moi je le dis en tant que maire, en tant qu'élu en tout cas, j'ai aussi besoin qu'on nous accompagne, parce que c'est pas simple. On peut pas, des fois on a des gens qui viennent nous voir soi-disant pour un logement, pour un emploi, et on s'aperçoit que derrière il y a un mal-être profond. Mais on n'est pas là. Enfin, c'est pas notre métier, on sait pas faire. Et ça, c'est très compliqué à accompagner et à faire. Et moi, je le dis, les centres sociaux non plus, parce qu'il faut pas croire, dans les centres sociaux, ils ont aussi les mêmes populations, donc on y voit les mêmes personnes. Et donc, quand on vient taper à la porte, c'est que c'est le désespoir. Et bon, je vois des crises de nerfs, je vois des gens de plus en plus mal, qui arrivent de moins en moins à se contrôler, et c'est une réalité. Donc oui, moi, en tout cas, en tant que maire de secteur, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est parce que je considère que c'est un sujet qui doit nous préoccuper à tous. Voilà. Et je le dis parce que sur Édouard Toulouse, j'ai accepté volontiers, j'ai défendu l'extension d'Édouard Toulouse pour les malades prisonniers, voilà, incarcérés, parce que je considère que oui, il faut que ces malades soient dans un hôpital et pas en prison. Parce que ça n'empêche pas qu'ils purgent aussi une peine hein, quand ils sont à l'hôpital, puisque c'est en réalité une prison qui est médicalisée, enfin dire comme ça, mais qui permet tout simplement de les accompagner. Et ça fait partie des choses. Et c'est vrai que dès qu'on dit qu'on va ouvrir un hôpital psychiatrique dans Marseille, enfin en France, on a l'impression qu'on va ouvrir quelque chose d'abominable. Enfin, j'ai jamais vu sur le 15-16 quelqu'un qui a été agressé par des patients d'Édouard Toulouse, par exemple. Ça montre bien que le travail, il est bien fait et l'accompagnement se fait bien, même si les conditions, et je le partage, ne sont pas toutes au rendez-vous. Mais sachez que là-dessus, j'ai déjà fait des questions écrites et que je vous soutiens. Vous le savez. J'ai l'impression qu'il faut, on va tout de suite après Marianne, j'ai l'impression qu'il faut mettre en route des maisons où on parle hein, quand même, parce que finalement c'est quand même ça qui manque. S'il faut en plus soigner la société, allons-y quoi. C'est-à-dire que faisons ce genre de choses à l'échelle en permanence. C'est un petit détail que j'ai pas précisé, mais on se met toujours à l'endroit où pile poil on nous attend pas, c'est-à-dire à l'endroit de la rue, à l'endroit où finalement on nous a demandé de dégager, puisqu'on nous a fait rentrer dans les maisons de manière générale. Et cette discussion et cette façon de discuter et d'essayer d'échanger avec des casquettes ou des choses différentes, bah on nous l'a enlevé quelque part. Alors je dis on, parce que je ne voudrais pas cibler quiconque, mais précisément on ne peut pas faire en permanence le constat qu'on n'a pas d'espace pour le faire. Il faut juste qu'on se prenne en main et qu'on le fasse. Et qu'on le fasse en élargi, c'est-à-dire que si on fait des réunions où il y a des spécialistes d'un côté de quelque chose et d'autres spécialistes d'autre chose, je parle par exemple de politique, de psychiatre, etc., on va tourner en rond dans des solutions qui ne sont pas celles qu'attend la population. Donc il faut trouver les moyens aussi de se mélanger pour que ça fonctionne. Alors, c'est pas parce que c'est un exemple, on essaie de faire ça. Je pense qu'en 4 jours, on a montré qu'effectivement, on était capable de se mélanger, c'est-à-dire d'avoir des origines différentes et de parler. Voilà, je voulais juste m'arrêter là-dessus parce que on n'arrête pas d'entendre parler de soigner la société. Ouais, mais avec quel cachet? Qui c'est qui va la soigner, la société? C'est nous qui sommes les responsables de ça, et à nous de nous mettre en route. Il s'agit plus de se dire c'est un manque d'argent, c'est un manque de solutions, non, c'est juste qu'il faut se mettre en route. C'est-à-dire que la pensée doit être en action
pour que ça fonctionne. Parce qu'on peut soigner aussi les gens en étant juste de la famille. On peut les aider aussi dans un bureau au moment de la crise. Parce qu'on est là et qu'on aura peut-être entendu des choses qui nous permettront de réagir correctement et au bon endroit. Ou d'appeler la bonne personne d'ailleurs aussi. Patrick Padovani. Oui. Marianne, si vous voulez réagir ou non? Il allait de soi qu'après qu'il ait pris la parole, on me la donne. Donc, je suis effectivement, en écoutant les propos de Samia, je pense qu'effectivement, on a cette faculté pour certains d'être en harmonie sur les diagnostics de la société, en particulier la société marseillaise. Et que je pense que si on se rapprochait peut-être un peu plus, on trouverait, à part les diagnostics, aussi les traitements qui sont les mêmes. Et que nous ne sommes pas si loin que ça, les uns les acteurs les uns des autres. Et que je crois qu'aujourd'hui, peut-être que le fait de décloisonner une société que l'on compartimente de plus en plus, sur lesquelles on a chacun un territoire, chacun une action déterminée, c'est aussi le fait des médias qui imposent des critères à certaines situations, à certains groupes, et que nous aussi, on est enfermés quelque part dans notre métier. On est enfermés parce qu'on nous enferme, parce que nous, on est là tous les deux aujourd'hui pour discuter avec vous. Quelque part, si un journaliste était là, il essaierait de nous opposer, il essaierait de nous enfermer dans nos contradictions. Et nos contradictions, c'est pas souvent ce qui nous rapproche, ce qui nous permet de faire avancer la société. C'est un peu ce qui nous rapproche dans l'action qu'on peut mener. Et je crois que cette façon aussi de décloisonner, qu'on ressent à travers le politique, on doit la ressentir à travers tout l'espace de la société aujourd'hui. Et si on veut, puisqu'on parlait aussi d'altérité et de politique, si on veut avoir un regard envers l'autre, il faut que l'autre il soit pris non pas dans un groupe, il ne soit pas non pris dans une société, mais qu'il soit pris dans une globalité et non pas dans un enfermement lui-même, quoi, je crois. Et donc, nous, on fait partie aussi de ces gens qui sont enfermés dans quelque chose. Quand vous nous approchez, vous cherchez effectivement aussi, et toi comme les autres, hein, même si vous cherchez à nous enfermer dans un système. Et on essaie, tu pourras te défendre, hein, tu pourras te défendre, Ali, hein, tu pourras te défendre. Hein. Voilà, vous cherchez à nous mettre dans un espace comme ça, ce qui fait qu'à partir d'un certain moment, on ne sait plus où est la... Ah oui, non, mais on sait... je t'attaque pas, simplement je te dis, je te fais un constat. Tu représentes ici l'entité média, donc je t'interroge au niveau de l'entité média. Voilà, donc et voilà, on va lâcher, mais c'est fait pour ça, non, on n'est pas là pour ça. Donc voilà, et je crois que quand on fait ces constats, la société aujourd'hui, on classe aujourd'hui, quand on entend les Parisiens parler de Marseille, c'est les quartiers nord, c'est quelque chose, les quartiers sud, c'est autre chose, les quartiers est, c'est autre chose. Non, c'est pas ça, je veux dire. Et nous, on ne le ressent pas vraiment comme ça sur le terrain non plus, quoi. Je veux dire, Samia l'a dit, dans le cas de la toxicomanie, c'est vrai que moi, quand je plante au cèdre de temps en temps pour voir un peu comment ça se passe, je vois arriver les belles bagnoles des mecs. Souvent, avec un de mes amis, on a dit, attendez, si vous voyez tel numéro d'immatriculation, prévenez-moi, hein, parce que c'est chez moi, ça. Donc, et c'est vrai que c'est un ensemble qu'il faut pas compartimenter les gens. Marseille est une ville, on prend l'exemple d'ici, une ville qui a la chance de vivre ses diversités. Et je crois que nous, on s'efforce justement de ne pas les compartimenter et de bénéficier de ces diversités. On est quelques élus comme ça, peut-être pas tous, je veux pas généraliser, mais on essaye de faire vivre ces diversités. Juste 30 secondes. Je voudrais rebondir à une phrase que vous avez dit tout à l'heure, c'était il faut soigner la société. Vous avez dit... Non, Samia l'a dit également. Donc non, il faut que la société se soigne. Il faut arrêter parce qu'il y a la question de l'isolement des uns et des autres et cette compartimentation, un truc comme ça. Mais il y a aussi, c'est-à-dire que la société doit... Non, mais la société, c'est nous. C'est-à-dire, nous devons nous soigner. Et alors, c'est vrai que dans le « nous », ça veut dire aussi se rassembler pour ça.
Alors bon, il y a et puis on ne va pas réinventer l'eau chaude. Il y a des choses qui existent et qu'on peut essayer de mettre en place. Et moi, j'espère que je vais nouer des contacts maintenant et puis après pour essayer d'organiser au moins à mon petit niveau déjà, qui correspond au vote, donc ça tombe super bien. C'est le 15-16, quelque chose du nous. Avec différents acteurs, parce que la santé, qu'elle soit mentale ou... C'est un des aspects de la santé tout court. Il y a plein d'acteurs. Il y a aussi l'éducation, il y a aussi, bien sûr, les centres sociaux. Il y a tout ça. Et ça, on peut essayer d'organiser. Et les citoyens, c'est-à-dire qu'il y a les représentants des institutions, mais je crois que... Parce que ça existe un peu, ces réunions où il y a un représentant de mine, de ci, de... Bon. Donc c'est important, mais je pense que il faut aller au-delà, c'est-à-dire que ce doit être sous le regard, ce doit être des réunions publiques. Où il y a non seulement les représentants des institutions, mais des réunions publiques sur la question effectivement de la souffrance au sens large, dans lequel il y aura évidemment la souffrance psychique, mais les autres, parce que c'est un des aspects du truc. Enfin, moi, je pense. Oui, moi, je voudrais réagir sur Patrick, là. Merci, là. C'est très habile. Maintenant, je sais toute ta gentillesse et toute ta sensibilité que tu y mets dans les formes. Il ne faut pas inverser les rôles. S'il y a quelqu'un qui enferme, qui catégorise la société, c'est les politiques, c'est pas moi. Moi, je suis un électron libre, moi. Moi, là-dedans, quand je viens à vous, c'est justement pour mettre le doigt sur tous ces nœuds. Et ces nœuds, ce n'est pas nous qui les avons créés. Quand on arrive aujourd'hui, il y a un mal-être pas possible et que les politiciens qui sont dépassés, ils sont dépassés. Parce qu'ils ont plutôt des... Je ne parle pas de vous, je vous connais très bien comme maintenant. C'est des gestions carriéristes, c'est des branleurs, c'est des opportunistes, c'est des people. Mais à part ça... Donc, c'est bien que chacun, qu'on se situe là où on se trouve. Moi, je suis d'accord de dire la société, ça commence par moi. Mais moi, je fais mon pas. Et ce serait bien que les politiciens, les psychiatres, bougent leur cul aussi, quoi. Et d'autres, parce que on peut parler des médias, Patrick, justement, ils ne sont pas venus. C'est-à-dire qu'à l'endroit où précisément les questions de langage, les questions ça a interrogé ça quand même, hein. Je le rappelle parce que c'est pas forcément tout le monde qui a entendu le documentaire sonore, ça part justement de la question de la stigmatisation à partir d'un événement et au fur et à mesure de la désignation d'un bouc émissaire qui voilà, est passé entre deux caméras et on a cru que c'était lui le meurtrier du gamin qui est mort en août 2013. Du coup je me suis perdu parce que je m'emballe. Pourquoi je parlais de... Les médias, oui c'est ça, merci, les médias. Donc les médias, ils mettent des étiquettes, on cautionne cette mise en étiquette, d'accord. Mais enfin, il ne faut pas nous renverser, c'est ce que dit un peu Ali, je pense, que de bouc émissaire, il ne faut pas en chercher nous. Cela dit, je constate qu'en 3 jours, il n'y en a pas un qui est venu, sauf pour lancer l'opération, c'est-à-dire la Provence qui est venue. La télé, France 3, ils n'ont pas pu venir le premier jour, le deuxième jour ils étaient en grève, le troisième jour ils effectuaient la grève, et le 4e jour, c'était fini. Je n'ai pas une critique que j'apporte, c'est juste un constat qui fait qu'effectivement, il n'y a pas de relais. C'est-à-dire que ce qui pourrait être des caisses de résonance dans la société, voilà, on peut penser un petit peu qu'ils ont peur qu'on les stigmatise aussi dans les mots qu'ils utilisent, et qui sont extrêmement importants parce que c'est ceux qu'on va réutiliser, nous, dans les éléments de langage, finalement. C'est-à-dire que de toute façon, c'est un arabe, quoi. Ou alors c'est un schizophrène. D'ailleurs, on ne dit pas schizophrène, on n'a pas le droit de dire schizophrène. C'est quelqu'un qui est atteint d'une maladie schizophrénique. C'est ça. Voilà. Alors du coup, on lui donne une fonction, la schizophrène. Voilà, il est schizophrène. Voilà, je voulais dire juste ça parce que c'est ces éléments de langage, cette caisse de résonance qui pourrait être effectivement beaucoup plus large et qui pourrait nous aider à tous à exister, ne supporte pas la critique et ne vient pas à l'endroit de la critique. Je voulais le dire. Oui, alors moi ce que je voudrais dire quand même, c'est que ça fait 13 ans qu'on fait la semaine d'information de la santé mentale à Marseille et que les médias, on les a presque jamais vus. Ou alors ils passent en courant, ils font des articles vraiment bidons. Hein, ça ne les intéresse pas. La psychiatrie et la santé mentale, ça les intéresse quand il y a un fait divers et quand il y a un truc grave. Mais le travail, parce que, excuse-moi Ali, mais les psychiatres qui bougent leur cul, je pense que ça fait 30 ans qu'on bouge notre cul dans les quartiers nord de Marseille et qu'on se bat pour que les gens y soient logés, pour qu'ils soient soignés là où ils habitent et non pas enfermés. Ça fait 30 ans qu'on se bat, mais personne ne le sait. Parce qu'effectivement, quand on fait des manifestations dans la cité, on en a fait plein chaque année, du théâtre de rue, on a fait des fresques, on a fait de la peinture sur visage, on a fait des films, on a plein de choses.
Mais il n'y a aucun retentissement médiatique. Ça n'intéresse pas les journalistes. On a fait des super dossiers de presse. On s'est dit, on est mauvais, on ne sait pas faire un dossier de presse. On a fait un putain de dossier de presse il y a 2 ou 3 ans, mais hallucinant. Mais ils les jettent à la poubelle directement. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui est mort, ça ne les intéresse pas. Donc c'est ça qu'il faut déconstruire. Parce que le problème, c'est que ce qu'on voit à la télé, dans les journaux, etc., c'est ce que vous tous, le public, enregistrez. C'est-à-dire que les gens qui souffrent de troubles mentaux sont des gens dangereux. Ce n'est pas vrai. Voilà, ce n'est pas vrai. Les gens qui souffrent de troubles psychiques sont des gens qui sont dans une grande souffrance, qui sont, mais dans les 99% des gens adorables. Moi, je trouve que je fais le plus beau métier du monde parce que les patients nous apportent énormément de gentillesse. C'est un métier où on reçoit énormément. C'est vraiment un métier merveilleux parce qu'on aide les gens à s'en sortir. Et je suis sûre que parmi tous les gens qui sont là, si on vous posait la question, pour vous, qu'est-ce que c'est Édouard Toulouse ? Je suis sûre que ce serait négatif à 90%. Mais nous, on est prêts à venir partout où vous voulez qu'on vienne discuter de comment on soigne, qu'est-ce qu'on pense des troubles psychiques, pourquoi on fait ça de cette manière-là, pourquoi à certains moments, oui, on hospitalise, et pourquoi on hospitalise, et pourquoi à certains moments on impose des traitements. On peut expliquer tout ça, mais il n'y a pas de retentissement médiatique. Et c'est là où je dis qu'on est enfermé, c'est-à-dire que quelque part, il y a une espèce de volonté comme ça, mais parce que je pense que les journalistes eux-mêmes, ils sont encore au 19e siècle. Ils sont encore dans leur tête, le fou, il est dangereux. Ça, il faut le casser. Il faut vraiment le casser. Et je suis prête à continuer à bouger mon cul, comme tu le dis, Ali. Il n'y a pas de journaliste dans le... Non Oui, Antoine. Ouais, Antoine, donc. J'ai participé au projet donc, avec le musée Nomade. Arrête de dire projet, si tu as participé, c'est au processus. Au processus, qui n'est pas fini. C'est vrai. Les projets, c'est toujours après. Ouais. Les processus, on les met en route. C'est vrai. D'où la galère dans laquelle on l'a mis en place. Absolument. Et du coup, toute cette semaine, enfin ces années là passées, m'ont vraiment marqué. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me posais vraiment des questions personnelles sur moi-même. Est-ce que je suis fou ou est-ce que je suis pas fou ? Qui est fou, qui n'est pas fou ? Quels sont les côtés de ma personnalité qui sont un peu trop extrêmes ? Et c'est vrai qu'après, il y a toutes ces questions-là qui reviennent, les médias, les politiques, l'enfermement de la société dans laquelle on vit, la crise économique qui nous secoue depuis des années maintenant. Et en fait, c'est tout ça qui nous montre à nous toute cette stratification, toute cette mise en place par les politiques peut-être, mais par la société elle-même, de supériorité, infériorité, de désignation, de l'image, l'importance de l'image. On parlait des médias tout à l'heure. Pourquoi ils ne viennent pas ? Parce que, à part des meurtres et des choses qui font un peu pleurer ou frissonner, on s'en fout un peu en fait. Et l'important, ce serait que chacun, à sa position, à la poste, je sais pas moi, à la police, dans son supermarché, arrive à dépasser son statut, son simple boulot, son simple statut, pour retrouver le goût de l'altérité, le goût de l'humanité. Et quand on discute avec quelqu'un, on faudrait abaisser les espèces d'étiquettes qu'on se colle sur le front. Aujourd'hui, on est tous en cercle. Voilà, il y a des politiques, il y a des psychiatres, il y a des personnes qui ont fait des années d'études. Mais il n'y a pas de journalistes. Il n'y a pas de journalistes, peut-être tant mieux finalement. Comme ça éviterait de biaiser le sujet. Non, mais on fait des étiquettes aussi, nous, on en produit. Mais c'est systématique. On est obligé, à partir du moment où on prononce quelque chose, où on est obligé d'avancer, on est obligé de mettre en case. Mais il ne faut jamais oublier que ces cases-là sont faites à être ensuite détruites et évoluer dans l'instant d'après. Il ne faut pas qu'on se fige sur les choses. Il ne faut pas qu'on reste figé nous-mêmes en nous-mêmes. C'est-à-dire que moi-même, je sais pas, par exemple... Je me dis, j'avance, je suis un peu trop extrême, un peu trop égoïste par-ci, par-là. Non, c'est une crise d'adolescence. Oui, peut-être. Ouais, j'ai 28 ans maintenant, on va dire que la crise d'adolescence, elle risque de tarder un peu, alors ça veut dire. Mais voilà, c'est des questions qu'il faudrait se poser. Oui, voilà, tu parles de crise d'adolescence, par exemple. Je me suis vraiment posé la question, est-ce que je fais pas une crise d'adolescence maintenant ? Et puis après, je vois mes parents. Chacun la sienne autant qu'il veut. On n'est pas obligé de la faire à l'adolescence, la crise d'adolescence. Mais quand je discute avec toi ou quand je discute avec Ali aussi, je vois aussi qu'avec les années, il y a peut-être d'autres questions qui s'amènent et que ça, ce sont des questions qui sont inhérentes à l'humanité, inhérentes à l'évolution de l'âge, à l'évolution de notre corps et de notre esprit. Et qu'il ne faut jamais arrêter de se poser des questions, jamais arrêter d'essayer de s'améliorer et de se remettre en question, surtout de garder de l'humilité.
n'importe quel poste, le président de la République qui serait devant moi, il aurait peut-être aucun mot à dire face à quelqu'un qui vit dans la rue, qui lui a peut-être beaucoup plus de choses à dire et beaucoup plus de souffrance. Et arrêter avec ces espèces de scénarios où on entend des gens utiliser des mots et des phrases comme à la télé par exemple, ou pompeuses, et finalement revenir à un discours simple, utile, humain. Voilà, c'est vraiment ça, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas cette semaine. On a essayé de mettre de l'humilité qui était chère, je pense, à Ali, à Jean-Marie, et il faudrait qu'on continue à faire ça. C'est pas demain qu'on va réussir à tout changer, c'est pas en discutant comme ça qu'on va réussir peut-être à tout changer, mais petit à petit, chacun, à un moment donné, se poser des questions et mettre une petite goutte d'amour, une petite goutte de compréhension, une petite goutte d'ouverture en soi, pour que chacun on puisse faire un fleuve vers, je sais pas, la compréhension et voilà. Et enfin la mer. Les fleurs et tout. Oui. Oui, je crois que par rapport à ce qui a été dit, là, je me sens un peu obligée d'intervenir pour dire que d'abord, il y a des gens qui font plein de choses pour essayer d'aider les autres. Voilà. Et qu'il ne faut pas non plus considérer qu'il n'y a rien qui est fait, parce que je pense que s'il n'y avait rien qui était fait, croyez-moi, je pense qu'on ne serait même pas là en train de se parler. Voilà. Non, c'est pas ce qu'on dit, de manière générale. Non, mais je le dis parce que c'est important. Le problème, c'est que ceux qui aident les autres ne sont même pas aidés eux-mêmes. Voilà. Je vais prendre les enseignants. Vous savez que les enseignants n'ont même pas de visite médicale tout au long de leur carrière. Ils ont la première visite médicale quand ils rentrent en fonction, et il n'y en a plus. C'est-à-dire qu'ils se prennent les maux de la terre, hein, parce que c'est vrai que moi je dis en fonction d'où on est, quand on est postier dans le 15-16 ou quand on est postier à Mazargues, on n'a pas le même métier. Quand on est élu ici et quand on est élu dans le 6-8, on ne fait pas la même chose. Quand on est enseignant dans ces quartiers, qu'on est enseignant ailleurs, on ne fait pas le même travail. Et ça, c'est important. Et pour autant, on n'accompagne pas toutes ces personnes qui essaient de trouver des solutions. Vous savez, moi, je vais vous donner 2 exemples de mon mandat. Des exemples, et je ne suis pas psychiatre, moi je ne suis pas capable de déceler, chacun son métier. Moi je ne suis pas capable de savoir si une personne elle est en détresse, encore que oui, mais en tout cas, au moins de savoir si elle est capable, enfin si elle est malade, si elle n'est pas malade. Mais un jour, j'ai reçu un monsieur dans mon bureau qui était très calme, très adorable, et qui venait de perdre son emploi. Et comme il perdait son emploi, il était gardien dans une société qui était dans nos quartiers d'ailleurs, et qu'il était logé. Et il venait de perdre sa femme qui a, au moment de l'accouchement, donc il s'est retrouvé avec des jumeaux sans la maman avec les bébés, et il perdait son emploi et donc son logement. Il était au bord du suicide. Alors oui, dans ce cas-là, mais il ne m'a rien dit, hein, il ne m'a pas dit je vais me suicider, il n'a pas menacé, il ne s'est pas jeté par terre, il a été le pauvre, mais d'une dignité qui était sans nom. Je peux dire que je me sens responsable quand c'est comme ça. J'ai remué la terre entière pour essayer de trouver une solution, et on a trouvé une solution. Mais c'est facile de le faire pour une personne comme ça. Mais des problèmes, c'est que celui-là, j'ai pu, mais il y en a d'autres auxquels je ne pourrais pas. Lorsque je reçois une lettre, j'ai des enfants des fois qui m'écrivent, et j'avais un petit enfant, enfin un jeune, un adolescent qui m'écrivait de la Castellane, régulièrement. Donc régulièrement, je lui répondais, on correspondait. Voilà. Et cet enfant, un jour, il m'a écrit pour me dire qu'il allait se suicider. Mais qu'il allait se suicider pour délivrer ses parents. Parce qu'il voulait que ses parents partent de la Castellane parce qu'ils étaient sans arrêt embêtés. Et quand vous êtes face à ça, alors c'est vrai que j'ai appelé le collège dans lequel il était, cet enfant, parce que je n'avais pas les coordonnées de la maman, j'avais l'habitude de communiquer avec lui, mais bon, on parlait plein de choses. Hein, cet enfant, il n'était pas suivi, il n'était pas accompagné. Et il a fallu ensuite que ce médecin de famille, j'ai fait passer la lettre pour qu'il puisse la faire passer au médecin. Mais ça veut dire que ce n'est pas notre rôle. Est-ce que ça, c'est un rôle de politique? Je ne sais pas. Moi, c'est un rôle de Samia, en tant qu'humaine, voilà, femme, mère de famille, qui peut se sentir concernée par ces problèmes-là. Mais ce n'est pas le rôle d'un homme ou d'une femme politique. Notre rôle, c'est moi, je me bats pour qu'il y ait des médecins dans les écoles, qu'il y ait assez de médecins scolaires pour justement voir où ça ne va pas. Faire en sorte que dans nos quartiers, il y ait des pédopsychiatres qui s'installent, parce qu'il n'y en a pas. Comme il n'y a pas de gynécologue, c'est pareil. Voilà. On a des professions qui sont
qui ne sont pas dans nos quartiers. On considère qu'on n'a pas le droit à être malade, d'avoir besoin de faire une thérapie, de faire, même des fois ça fait du bien d'ailleurs. Ce n'est pas un problème seulement de maladie, mais c'est un problème aussi de qui finalement nous intéressons dans ces quartiers. Voilà. Oui, oui, je vais profiter. C'est d'Édouard Toulouse. Il y a des pédopsies à Édouard Toulouse. Ils sont pas dedans d'ailleurs, ils sont éclatés, ils sont à l'extérieur, tout à fait. Oui, Ouais, oui, d'accord. En fait, je m'aperçois. C'est une information, c'est gratuit. Je m'aperçois chaque fois qu'on tente de déplacer les regards, il y a le réflexe, c'est un mécanisme peut-être de survie. Chacun nous ramène dans leur niche. Tu vois, tout à l'heure quand j'ai dit que les psychiatres doivent bouger leur cul, ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas le travail. Ça veut dire que dans l'état où on se trouve, on demande encore, il faut faire une transformation encore beaucoup plus forte. Beaucoup plus forte. Quand je dis le politique, il ne bouge pas son cul, c'est parce que les situations dans lesquelles on se trouve, elles sont catastrophiques. Mais je suis en train de faire le cercle, hein, je te dis, je m'y intègre dedans. Ouais. Oui, non, parce que là, c'est trop facile. Le journaliste, il est le reflet de ce qu'on est aussi. Hein. Ouais, ben, c'est trop facile, parce qu'il n'y a pas de journaliste, c'est la faute du journaliste. Non, non, on a tous une part de responsabilité là-dedans. Mais j'arrive, Patrick, j'arrive. Je te promets, je te passe le micro. Ouais. Donc là-dedans, moi, ce que je veux dire, au-delà de tout, c'est que, Samia, tu es mieux placée que moi. On favorise chaque fois des subventions ou des actions politiques, médiatiques autour du foot, autour de ci, autour. Mais ça, on sait très bien que ça ne règle rien du tout, ça. Donc il serait beaucoup plus intéressant de développer dans chaque quartier, justement, des dispositifs où on intègre une approche pluridisciplinaire, où on intègre du social, où on intègre un psychiatre, où on intègre un infirmier, un éducateur. C'est ces pôles-là qu'il faut commencer à mettre en place un peu partout. Et là, on aura tous une responsabilité collective. C'est de ça qu'il faut mettre en place. Mais pas que dans les approches médicales. On parle au niveau de la proximité. Et c'est là où je dis on doit se bouger le cul, quoi. Tiens, Patrick. Oui. Oui, bonsoir, je m'appelle Perrine et en fait c'est un peu ce que je voulais dire, bonsoir, c'est un peu ce que je voulais dire, ce qui m'a fait réagir et prendre le micro, bien que j'aime pas du tout ça, c'est que je travaille ici, dans ce quartier depuis 14 ans et j'habite dans le 7e. Voilà, c'est comme ça, parce que j'ai un appartement pas cher là-bas. Et j'en ai assez des différences entre ici, 7e. On est dans le même, il y a des galères des deux côtés. Je pense qu'il faut faire et c'est ce que j'allais te dire, Ali, enfin, c'est ce que j'allais dire. Voilà, il faut voir ça plus globalement, voir tous ces gens qui habitent un peu partout, qui sont différents. Il y a des gens différents qui vivent de partout, enfin bon, bref. Et revoir ça avec des maisons, justement, où on amène la culture, où on amène le médical. D'ailleurs, merci de nous avoir fait, de m'avoir fait en tout cas découvrir à moi, là, votre monde. Et on est ravis parce qu'avec les copines, on se pose souvent des questions de comment on peut changer le monde. Ce qu'on peut faire, c'est difficile. Parfois, on se sent bien toute petite, toute fourmi. Merci Antoine pour ton discours. Parce que nous qui venons plutôt du domaine culturel, là, j'ai l'impression qu'ensemble, on peut avancer. Mais s'il vous plaît, arrêtons de mettre des barrières comme ça, au moins déjà sur les quartiers. Il y en a assez des frontières. Enfin, voilà. Voilà, en tout cas, ce qu'elle veut dire, c'est de ne pas en construire des supplémentaires. Hein, bon. Cela dit, la Cité des Arts de la Rue, les barrières, on pourrait dérouler. Hein. Là. Oui, je sais, mais elle me l'a tendu, la perche. Mais c'est super, Perrine, merci beaucoup. Il ne faut pas hésiter, oui, ça donne un petit coup au cœur, et puis après, on se sent bien quand on en dit les choses aussi. Donc n'hésitez pas les uns les autres. Là, elle l'a fait, et pourtant, elle a dit qu'elle avait du mal à le faire. C'est bien. Moi, en écoutant un petit peu les récits là, des uns et des autres, j'ai une notion qui me vient à l'esprit, c'est, je crois que dans les compartiments qui sont les nôtres, il y a une action qui est déterminante, c'est jusqu'où et à quel moment et comment pouvons-nous être dans la prise de risque. Je crois qu'on ne peut avancer à un moment donné que quand on repousse un peu les limites de ces prises de risque. On évoquait tout à l'heure la presse. Bon, ils n'ont pas pris le risque de venir ici parce que ça les emmerde, parce que finalement, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas d'agressivité, donc ça ne fait pas vendre. Donc, mais peut-être que si quelqu'un prenait le risque de dire tiens, je vais faire un papier sur un truc qui est un truc de société qui peut faire avancer les choses. Bon.
quand nous, on s'engage politiquement quelque part, on a aussi quelque part cette prise de risque qu'on lance. Et où s'arrête cette prise de risque, à quel moment. Samia a évoqué les rapports qu'elle avait sur ces deux actions. Ça lui a donné la notion de prise de risque quelque part pour essayer d'accompagner ça. Donc, est-ce que cette notion de prise de risque aujourd'hui n'est pas quelque chose qui est aussi un abandon de la société, parce que donc on prend le risque avec les opérations qu'on monte sur un logement d'abord et qu'on fait en extérieur. On prend ce risque d'être aussi, nous, politiques, qui accompagnons ces dispositifs, d'être critiqués, d'être vilipendés aussi par l'entourage. Mais cette prise de risque, eh ben, il faut qu'on la prenne quelque part, quoi. Et je crois que si tout le monde la prend au niveau qui est le sien dans son action, c'est aussi une façon de faire avancer la connaissance vers l'autre et aussi de faire peut-être comprendre à ceux qui ne sont pas capables de comprendre la globalité d'une action ce qu'elle vaut réellement sur le terrain. Oui, bonsoir. Je prends le train en marche, donc vous m'excuserez si je suis hors sujet un petit peu, mais en tout cas, j'ai écouté ce que vous disiez et sur les enseignants notamment, et je me demandais ce qui pouvait être fait à l'échelle des écoles pour la sensibilisation à ce sujet, et aussi pour parfois prendre en charge les élèves qui présentent d'importantes difficultés et de troubles du comportement pour, d'une part, gérer la souffrance des enseignants et d'autre part, gérer la souffrance des élèves. Voilà. Je voudrais parler, puisqu'on parle d'altérité, moi je ressens des choses bizarres, parce que par exemple le milieu de la psychiatrie qui est là, et nous on est très contents de vivre ça ici à ces déserts de la rue, c'est vrai qu'on n'a pas été fouiné. Enfin moi à une époque j'ai eu plein de problèmes avec mon môme, ça se passait très mal, j'avais personne en vis-à-vis dans les quartiers nord, pourtant je suis vraiment là depuis des années, je travaille ici et j'habite ici, enfin... Mais ce que je trouve, c'est qu'on est tout le temps en train de faire la discrimination, et même nous ici, on fait la discrimination. J'entends Jean-Marie qui dit les frontières de la cité ou les portes ou les barrières. Là, après, on dit les médias, nanan. Bon, oui, c'est vrai, on les a peut-être mal sollicités, j'en sais rien. Mais voyez même que nous, tous les gens formidables qui sont là, déjà, rien qu'entre nous, on génère exactement pareil. Alors moi, je sais que c'est pas trop le sujet, mais je vais m'appuyer sur l'altérité pour être dans le sujet. La Cité des Arts de la Rue, je vous dis tout de suite, on a voulu nous mettre à la Peine-sur-Yvonne. Après, on a voulu nous mettre à la Friche. Après, on a voulu nous mettre ceci, cela partout. Et nous, on a toujours dit, on veut dans les quartiers nord. C'est pas forcément un lieu de culture, mais il y a des gens qui pratiquent la culture tout le temps, et c'est là qu'on veut être. Et on sera là, et on y est. Si on nous demande de faire une partie de boule ici ou de faire l'anniversaire de la petite cousine, on va dire excusez-nous, c'est quand même un lieu de travail. On veut jouer dans la rue, on ne veut pas jouer, c'est pas un théâtre ici. Enfin, je parle de Générique Vapeur même précisément. Donc c'est pas un théâtre. On veut jouer dans la rue et mélanger tout le monde. Bon, c'est notre truc, on le fait. Je crois qu'on le fait très bien quand on arrive à avoir des contrats, ça devient dur en ce moment. Mais c'est super. Donc s'il vous plaît. Arrêtons tous, mais même moi, parce que je me rends compte qu'il y a des gens formidables que je n'ai même pas été contactée, donc en psychiatrie partout, à Édouard Toulouse, c'est à côté. Je suis allée 2-3 fois, je suis allée au théâtre, je suis allée amener un mec qui avait vécu la guerre en Bosnie et que même mes compagnons, mes amis d'ici supportaient pas ces crises, qui étaient très terrifiques. Hein. Donc voilà, j'y vais carrément ce soir, parce que là j'en ai un peu marre de me retenir tout le temps. Et donc... Voilà, les choses sont ouvertes. Ici, ils ont demandé est-ce qu'on peut réaliser ce projet ici. Mais c'est formidable de vous avoir tous et de parler de plein de choses. Mais ne reproduisons pas, on se prend la tête avec Ali très souvent, des trucs de territoire tout le temps. J'ai bien aimé ce que disait Perrine, mais j'ai pas envie non plus qu'on agresse Samia, parce que Samia, elle a une responsabilité qui est assez différente toutefois. Bon, donc elle a besoin que la ville, au sens la ville principale, la grande ville, regarde les quartiers nord, mette des transports, mette ci, mette ça. Donc c'est normal que, voilà, c'est son boulot là en ce moment. Après, avant, je ne sais pas ce qu'elle faisait, et après, je ne sais pas ce qu'elle fera. Mais donc, si vous voulez, je crois que ça commence là, quoi. Donc, nous, en tant qu'artistes, on n'a pas du tout envie non plus d'être montrés. Enfin, je veux dire, on est complètement concernés par la souffrance des gens, la misère. On aimerait bien que ça soit différent. Et s'il vous plaît, essayons nous-mêmes, qui sommes là ce soir, que dans 3 jours, si on voit quelqu'un qui délire, de ne pas passer sa route et de s'en foutre et tout. Parce que je pense que... ou quelqu'un qui crève la faim par terre à côté de nous. Excusez-moi, je ne voudrais pas être moraliste, mais...
J'aimerais, voilà. Et toi? Oui, je sais, j'étais énervé. Allez-y, c'est à vous. Après, il y a Dolores et puis toi. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes là pour communiquer, donc communiquons. Nous sommes là pour dire ce que nous avons à nous dire. Moi, vous savez, quand j'étais petit, j'avais toujours souhaité être chirurgien. Chirurgien de façon à être là pour les autres, à aider les gens, faire du social. Président d'association, j'ai toujours fait beaucoup de social. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance que Mme Samia Ghali, notre maire de secteur, m'a confié 2 délégations, la pauvreté et personnes handicapées. Personnes handicapées, mesdames et messieurs, parlons-en. Il y en a beaucoup à dire. Il y a certainement, j'en suis certain, beaucoup aussi à faire. Une de mes premières démarches, avec l'accord de Mme le maire, je suis allé voir M. Panovani, de façon à voir ensemble, est-ce que nous pourrons être utiles pour les personnes handicapées. C'est vrai, il y a eu des avancées, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans le bon sens. C'est une bonne chose. Mais, mesdames et messieurs, dans le cadre de cette fonction-là, je côtoie beaucoup de personnes, bien sûr handicapées, qui ont beaucoup de problèmes. Et je peux vous dire, ce n'est pas facile pour elles. Ce n'est pas facile pour ces personnes-là. Alors, de la façon la plus simple possible, j'aurais aimé vous demander, s'il vous plaît, en partant d'ici ce soir, nous poser la question, nous regarder nous devant un miroir ce soir ou demain, et nous dire qu'est-ce que nous pouvons, mesdames et messieurs, apporter à ces personnes-là, pour les aider. J'ai des exemples concrets de demandes de logement, entre autres, des personnes qui sont dans la douleur. J'ai eu aussi un cas d'une personne qui a failli retrouver chez vous, chère madame. Et puis, bon, heureusement et malheureusement, on a pu trouver pour elle autre chose. Mais je vous dis, c'est un travail de longue haleine et de tous les jours. Donc, j'espère que, bien sûr, nous sommes là pour discuter, pour dire ce que nous avons à nous dire. Mais j'espère aussi que nous pourrons nous dire, tiens, c'est vrai, moi, je n'ai pas d'enfants handicapés, mes enfants sont non handicapés, mais qu'est-ce que je pourrais, mesdames et messieurs, demain, après-demain, dans un an, dans une semaine, apporter à ces personnes-là? Merci. J'ai là quelqu'un. Oui, moi je voudrais répondre à... Voilà. Vous dire que si vous allez sur le site d'Edouard Toulouse, vous allez trouver des numéros de téléphone de centres de consultation. Ça dépend dans quel quartier vous êtes. Et donc vous trouverez pour les enfants. Et donc, vous aurez au téléphone une secrétaire qui vous orientera vers un médecin et qui vous dira s'il y a des interventions dans les écoles, qu'est-ce qu'ils font exactement, parce que les équipes de pédopsychiatrie vont sur le terrain. Également, il y a une équipe qui s'appelle PUGEBIS qui donc s'occupe de tout ce qui est conduite addictive, toxicomanie, et qui vont aussi dans les écoles. Et là, vous trouverez aussi PUGEBIS, c'est plutôt donc les jeunes, pour les jeunes. Et c'est Yves Guillermin, le docteur Guillermin, qui s'en occupe. Et ils vont aussi dans les collèges, dans les lycées, expliquer, débattre, informer. Donc, il y a des équipes de pédopsie qui se déplacent dans les établissements. Et puis, on peut évidemment recevoir des enfants quand il y a des difficultés, mais également les parents. C'est très important de travailler avec les familles. Alors, d'autre part, ce que je voulais dire sur le handicap. Trop souvent, on dit la psychiatrie et le handicap, c'est 2 choses différentes. Alors, peut-être pour ceux qui ne sont pas au courant, mais le handicap psychique a été reconnu, ça va faire 10 ans. Et donc, c'est un handicap qui représente les conséquences, les difficultés dans le social des personnes qui ont des troubles psychiques. Donc parfois, par exemple, quelqu'un qui a une phobie généralisée, qui ne peut pas sortir de sa maison, eh ben, elle est extrêmement handicapée sur le plan psychique parce qu'elle ne peut pas faire la moindre démarche, elle ne peut pas faire ses courses, elle ne peut pas accompagner ses enfants à l'école, etc., etc. Eh bien, en fait, elle est en situation de handicap et il va falloir l'aider, alors qu'on pourrait penser qu'une phobie généralisée, ce n'est pas quelque chose de très grave en tant que trouble psychique. Mais la conséquence, ça peut être un handicap psychique. Et les personnes en situation de handicap psychique, vous en connaissez plein, vous en côtoyez beaucoup. Parfois, vous ne le savez pas parce que ce n'est pas écrit, justement. Elle n'est pas marquée, les personnes ne sont pas en fauteuil, mais elles ont des difficultés, notamment de communication. Et c'est tout le travail que nous, on essaye de faire avec la réhabilitation, les aider
Et il y a des associations d'usagers aussi qui se battent pour exister en tant que citoyen et puis dire, bah oui, on a des difficultés, mais on existe et on fait plein de choses et on est créatif. Juste à côté. Après j'avais Alain, et puis après Oui, on va essayer de prendre la hauteur. J'allais dire, aujourd'hui, ça me gêne un peu moins que ce soit surtout des spécialistes, quel que soit le secteur, qui parlent, qu'il y a 2 jours où c'était la sociothérapie et où ça m'a beaucoup gênée parce que dans l'Assemblée, il y avait plein de personnes qui étaient directement concernées et qui n'ont pas pris la parole. Bon, là, peut-être qu'il y en a d'autres qui le prendront pour dire, bon, je sais pas, en plus, je ne sais même pas quel est vraiment le sujet. Ceci étant, moi, je travaille en psychiatrie depuis pas mal de décennies maintenant, on va dire. Et tout n'est pas qu'une question de moyens, loin de là. C'est vrai qu'il y a des initiatives qui prennent des risques, etc. Ceci étant dit, aujourd'hui, comme je pense beaucoup de professionnels, je ressens beaucoup plus la difficulté. Tout à l'heure, on disait à juste titre, et c'est important que ça se fasse rapidement quand il y a un enfant, un jeune en difficulté, qui puisse accéder à des soins gratuits, puisque les CMP, fort heureusement, sont accessibles et gratuits, etc. À part qu'on n'a jamais connu de temps d'attente comme on le connaît aujourd'hui. Et c'est d'autant plus dramatique par rapport aux enfants. Et bon, alors je sais qu'autour dans l'Assemblée, il y a beaucoup de personnes, et je comprends aussi qui se disent en psychiatrie, l'essentiel, c'est pas le soin direct, la consultation, l'hospitalisation. Il n'en demeure pas moins que, par exemple, Édouard Toulouse, qui aujourd'hui est beaucoup moins fluide pour recevoir des personnes qui ont besoin de soins. Quand je dis moins fluide, c'est-à-dire que comme il n'y a pas de place, ben on va différer, on va trouver des solutions qui au contraire peuvent être positives au bout du bout. C'est bien de ne pas hospitaliser, mais souvent ça entraîne plus de difficultés. Et comme il y a plus de difficultés, ben, l'hospitalisation, elle va être plus difficile. Et ce manque de fluidité, il fait que ben, l'hôpital d'Édouard Toulouse, il est plus la caricature d'un hôpital psychiatrique aujourd'hui que ce qu'il était il y a 30 ans. Et donc, c'est plus un lieu d'enfermement, et donc, etc. Donc, tout ça pour dire que c'est bien qu'il y ait des initiatives, des ouvertures, des discussions, mais il faut pas oublier aussi, et notamment quand on est politique, que, j'allais dire, sans tout miser sur l'institution et sur l'institutionnel, le soin en direct, il faut faire en sorte qu'il soit possible, fluide, etc. Parce que là, on discute, mais après, ça risque d'être galère à la personne qui va aller chercher un lieu de consultation. Si par rapport à un enfant, et ça arrive souvent, on dit la consultation, le rendez-vous, c'est dans 6 mois, même si on essaie de se débrouiller pour l'urgence, c'est un vrai souci. Voilà. Voilà. On va distribuer la parole, s'il vous plaît. Non, d'accord, d'accord, vous inquiétez pas, on vous critique pas. Vous travaillez, c'est sûr. On a compris. Alain, et puis après, on a Peter. Ouais, bonsoir. Alain, merci Dolores. Alain, moi, usager depuis 15 ans et professionnel depuis 3, donc un peu plus usager que professionnel, je dirais encore. Enfin, il y a une chose qui me... De l'aide. Bah ouais, en France on en a, hein, mais dans d'autres pays on en a vachement moins. Mais de l'aide c'est cool, mais j'entends beaucoup parler de relations d'aide et j'entends surtout aide. Et la relation c'est surtout à double sens. Et ce que j'entends surtout pas, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter. Parce qu'on est toujours récipiendaire, et à force d'être récipiendaire, on y reste, quoi. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que les usagers, on écoute, et là j'ai envie de passer au nous, parce que c'est ce que je ressens, mais on reçoit, mais on ne nous demande jamais ce qu'on peut apporter. Et je vous écoute parler de maisons au milieu des quartiers, et j'ai envie aussi de parler des quartiers, hein, parce que moi qui suis quelqu'un qui a été beaucoup enfermé, dans les chansons de rap, on dédicace aux prisons et aux HP, tout le temps. Mettre des maisons au milieu des quartiers, c'est très bien, mais qu'est-ce que nous, on va pouvoir y apporter? Et surtout, comment ces maisons elles vont pouvoir être au service des citoyens autour qui vont les employer? Donc comment on organise ça? Parce que se dire qu'on va mettre des moyens, c'est bien, hein, mais comment on le fait?
Et comment, dans les pratiques, on n'est pas récipiendaire, mais on est des gens qu'on écoute et avec qui on travaille. Merci Alain. Comme je suis vraiment étranger, venant de New York, originairement d'Autriche, travaillant en assez beaucoup de pays, aussi en Amérique latine, quelques pays en Europe, pour participer aux discussions de ces sujets. Je ne veux pas dire quelque chose sur le contenu de ce débat qui est très intéressant, mais je veux dire une chose sur le processus, sur la forme de discussion qui est peut-être rare, qui est peut-être annuaire, qui est peut-être une semaine par an dédiée à la santé mentale. Et je veux vous rappeler, peut-être que vous connaissez, il y a une forme de discussion qui s'appelle le trialogue. Des fois, ça s'appelle le tétralogue parce qu'il y a aussi des gens qui sont administrateurs, qui travaillent dans la politique. Mais le trialogue, c'est une forme de discussion qui se passe hors du travail. Les personnes qui travaillent, les personnes qui reçoivent, les personnes qui contribuent, s'ils sont des ex-patients, s'ils sont des parents, s'ils sont des professionnels, ils viennent dans leur temps, dans la soirée, et ils parlent chaque mois, peut-être même chaque semaine, sur les sujets comme ça qui se doivent approfondir beaucoup plus qu'on peut faire une semaine par an, qu'on peut faire. Mais ces conversations ne se passent pas dans le travail. Jamais, parce que les gens sont habitués à certaines formes de parler, mais pas dialoguer comme ça. Alors je vais vous dire qu'en Allemagne, en Autriche, en Irlande, cette forme de parler, c'est très connu. Je connais les gens qui ont introduit ça dans le système mental. Par exemple, en Allemagne, ils s'appellent ça des fois les séminaires psychose. Peut-être ce n'est pas un nom très bon, mais quand même, c'est l'échange très, très profond sur les sujets à multiples niveaux. Alors, c'est la seule chose que je peux contribuer ici, parce que vraiment, je viens de loin. Oh. Ça a commencé en Allemagne et en Autriche. Dans quel lieu? Ça dépend. Ça peut être n'importe quel lieu. Ici, c'est un lieu parfait, je veux dire. Mais il y a beaucoup de lieux que vous trouvez. Mais ça ne se passe pas à l'hôpital, ça ne se passe pas à la clinique, ça ne se passe pas jamais dans un lieu professionniste. Et oui, l'espace de tout le monde. Madame. Et puis, je voudrais commencer à vous faire rentrer dans une logique où on va boucler à un moment donné. Enfin, moi, je voudrais apporter un témoignage sur ce que j'ai vécu ces 3 jours, parce que j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. C'est un témoignage d'une citoyenne lambda, d'une personne lambda. Et j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Et je crois que, enfin, j'ai pas eu l'impression dans ce débat qu'on se rend compte de ce qui est en train de se passer ici, qui est tout à fait exceptionnel. Et donc, enfin, je reprendrai. Bon, le fou, ça fait peur. Le fou, il est dangereux, ça fait peur. La folie, ça fait peur. Le psychiatre fait peur parce qu'on a peur, comme l'a dit quelqu'un, on a peur de soi-même d'être fou. Et moi, ce que ces journées m'ont apporté, c'est des réponses. C'est-à-dire qu'on n'est pas enfermé à vie dans la maladie. On peut s'en sortir. Bien sûr, il faut de l'aide, mais les premières personnes qui sont en premier plan pour s'aider elles-mêmes, et c'est ce que j'ai appris ces 2 jours, c'est les personnes elles-mêmes. Et donc, il faut se mettre à l'école des personnes elles-mêmes. Je pense que quand on a dans une famille quelqu'un qui est en souffrance psychique, c'est toute la famille qui est en souffrance. Et donc, c'est un peu, bon, je vais dire des choses banales, c'est un message d'espoir, mais je veux dire, ici, quand je dis qu'il se passe quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'il y a des équipes qui travaillent sur la psychiatrie, qui associent des personnes qui souffrent ou qui ont elles-mêmes souffert de troubles psychiques. Donc, on peut faire autrement et ça marche. On peut s'en sortir. S'en sortir, c'est-à-dire arriver à vivre avec, c'est un trajet qui est compliqué et c'est un trajet qui demande un accompagnement et c'est ce qui s'est passé. Donc c'est vrai qu'à Marseille,
il se passe quelque chose d'exceptionnel. Et je tenais à le dire parce que moi, je sors de ces journées avec une expérience que j'ai entendue et qui m'a donné l'occasion de partager. Oui, normalement ça marche. C'est pourquoi ça ne marcherait pas, Ali? Parce qu'il n'y a plus de piles. Mais bon, c'est un petit signe prémonitoire, quoi. Et il y a juste pour boucler la boucle, il y a une chose que, là je m'adresse plutôt aux psychiatres. C'est peut-être une, je ne sais pas comment le dire, un petit souhait. C'est que chaque fois qu'on essaye de porter un débat, si vous avez un peu, je veux pas être provocateur, je vais essayer de trouver le mot juste, l'idée de laisser la place aux autres. Parce que chaque fois, on essaye de démocratiser les problèmes. Ce n'est pas les psychiatres qui nous les règlent chez nous. Parce que dans les quartiers, dans les familles, des problèmes, on en a tous les jours, quoi. Donc nous, on essaye de décloisonner ça, de dire comment chacun peut avoir des outils, parce qu'on n'a pas tous recours aux psychiatres, on n'a pas tous recours aux psychologues. Et chaque fois, on nous ramène, mais oui, vous comprenez, les ci et ça. Non, mais ça va, ça c'est votre gestion, c'est à la limite, ça vous regarde à l'hôpital. Nous, on vous demande de vous déplacer, de venir ici, comment chacun, en sortant de chez lui, d'ici, quand il va rentrer chez lui, il a des situations à crise, on traverse tout ça, parce que dans les familles les plus touchées, il y a aussi cette omerta qu'il y a autour de la souffrance. C'est une omerta qu'il y a. Et c'est ça qui me gêne, que chaque fois on essaye de déplacer le truc. Bon, à la limite, déjà on a fait un pas, on a tous avancé là. Mais de garde, chaque fois, gardez vos positions à l'hôpital, pas ici, quoi. Il vous redit bougez-vous le cul. Hein. Samia, pour finir, il nous redit bougez-vous le cul, parce qu'il le prend pour lui autant. Samia, mais juste pas longtemps, d'accord? Juste pour dire d'abord, moi je voulais vraiment remercier Édouard Toulouse. Parce que le travail d'Édouard Toulouse, il est fait, et je parle en tant que maire de secteur, hein, parce que oui, le maire de secteur, il travaille avec les acteurs qui veulent bien travailler avec nous. Et avec Édouard Toulouse, quand vous avez fait la répétition du carnaval, je crois que c'était ce matin ou hier, voilà. Ben, ce matin, merci, bon, je dis ce matin, mais bon, voilà. Et Édouard Toulouse participe au carnaval, en tout cas depuis que je suis maire, qui est le plus beau carnaval de Marseille, d'ailleurs, dans les 15e et 16e arrondissements. Et ils sont tous fiers d'y participer, et je crois que c'est important. Édouard Toulouse fait partie aussi c'est le seul hôpital qui ouvre ses portes aux habitants du quartier pour organiser des débats, des pièces de théâtre de mamans qui sont en souffrance, parce que les mêmes mamans que vous avez vu Baya tout à l'heure, ces mamans-là ont organisé une pièce de théâtre. Et là aussi, peut-être qu'on n'est pas venu les voir, hein. Parce que combien de personnes ici sont allées voir ces mamans? Alors c'est vrai, c'était pas dans ce lieu mythique qui est le lieu de la culture, mais c'était à Édouard Toulouse. Donc nous faisons beaucoup de choses avec Édouard Toulouse, et je tiens à le dire. Je voudrais, parce que je ne me suis pas sentie agressée tout à l'heure, c'est pas moi qui t'ai agressée. Non mais par rapport à ce qu'elle a dit, juste dire que moi je ne suis pas dans le déni. Voilà. Moi je veux bien tout entendre, mais il y a une chose que je ne veux pas entendre. C'est quand on ne veut pas... Parce que, oui, on vit de l'autre côté de la ville. Et qu'on ne m'explique pas que de vivre dans le 7e arrondissement de Marseille, c'est exactement comme vivre à la Castellane, ou au Plan d'Au, ou à Bassens, ou je ne sais où. Qu'on ne me dise pas ça. Voilà. Qu'on ne dise pas ça aux habitants, surtout. Parce que ça, ce n'est pas la vérité. Peut-être qu'après, certains ont du mal à le regarder parce que ça les peut-être dérange dans leur vie après. Voilà. Mais c'est vrai que quand on part d'ici, même quand vous y travaillez, vous repartez chez vous, vous fermez la porte et vous êtes plus tranquille que quand vous vivez réellement dans la réalité de la cité. Alors c'est vrai que, je le dis, le déni, et moi je m'interdis, je le dis, je m'interdis en tant qu'élu. Alors peut-être que j'ai au moins cette action-là, tu vois, Ali, je suis comme toi. Voilà. Ouais, un peu. Et moi, je m'interdis d'être dans le déni. Et c'est pour ça que je mets des mots sur des choses qui sont réelles. Après, ça plaît pas, ça dérange certains parce qu'ils sont dans un confort et qu'ils n'ont pas envie de savoir que l'autre, il n'est pas dans le même confort ou qu'il est dans souffrance et qu'ils ne peuvent rien faire, peut-être pour certains d'ailleurs. Hein. Des fois, on ne peut rien faire, malheureusement. Mais je dis encore une fois, il y a des gens qui sont dans la souffrance, il y a une réalité, et ceux qui n'ont pas envie de l'entendre, c'est dommage pour eux. Merci, c'est mérité. Il y a Alain, et puis on va demander... je sais que les tchatchas, en général, ça fait monter qu'au bout de 2 heures, on a envie de prendre la parole, sauf qu'on a un programme. Donc on va faire... Patrick, et tu finiras, Vincent, s'il te plaît? On est d'accord, Alain? Non, juste de façon très très courte pour rebondir sur ce que tu disais, Anne, et pour ouvrir sur une clôture, c'est que voilà, des travailleurs pairs ici, il y en a maintenant.
et qu'il y en a d'autres qui se forment, quoi, et qu'ici il y a des politiques, il y a des gens qui sont dans des associations médicaux qui sont dans le médical, d'autres dans le médico-social. Et ben, ouvrez les portes, quoi, après une clôture, parce qu'on a besoin de bouffer, et en plus de nos allocations, avec quelques heures de plus, on peut ouvrir sur quelque chose qui s'appelle juste le rétablissement. Voilà, c'est tout, dans vos équipes. On essaye d'amener juste ça. Alors Patrick Padovani, j'ai perdu le micro, moi il est où mon micro? Ah, mais c'est pas... Oui, Ali, laisse-moi mener, tchatchat, je viens de le dire. Oh Ali, tu me laisses pas tchatcher. Oh Ali, tu me laisses pas tchatcher, alors. Non, juste pour remercier Anne de son diagnostic et de ce qu'elle nous a relaté, qui effectivement nous fait chaud au cœur, mais finalement ne nous surprend pas. Parce que finalement, nous avons peut-être su ici à Marseille les premiers, et les psychiatres sont les premiers des acteurs aussi à l'avoir fait, à rentrer dans le jeu qui est institutionnel depuis très longtemps, de limiter les lits d'hospitalisation en établissement. Et donc cette limite fait que, bien sûr, qu'il faut que c'est pas parce qu'on ferme des lits qu'on n'a pas les problématiques de la maladie qui sont là. Donc il faut qu'à un moment donné, on ait une réponse à ces fermetures-là. Et la réponse, elle appartient après à la cité. Et cette réponse, je pense qu'avec l'action que mène ici l'ensemble des dispositifs de psychiatrie, avec l'action que mène, comme disait monsieur, le tissu associatif et médico-social, je crois qu'on est, si on n'est pas un exemple, en tous les cas, on est tout au moins ceux qui sommes parmi les plus avancés au cœur de ce qu'on peut faire dans ces dispositifs-là. Et c'est aussi le fait qu'on arrive à travailler ensemble pour construire cet espace-là dans une cité où... par cet accueil, par cette transformation, par cette possibilité de vivre dans le mieux vivre ensemble, eh bien, on peut aussi inclure à ce moment-là les acteurs qui sont soi-disant dans la marginalité, mais en fait qui n'ont simplement qu'une différence par rapport à nous, quoi. Merci, c'est presque une synthèse. On prend une dernière parole et on prend une dernière parole et c'est terminé. Voilà. Oui, elle est là. Monsieur Vincent Girard, d'ailleurs, vous a passé son temps de parole. Merci, moi je voulais juste dire que je suis psychotique et de cité, donc ça favorise rien du tout. J'ai un bac plus 5, j'étais cadre commercial, j'ai demandé à faire de la médiation. En 15 jours de stage à Orion en psychiatrie, dans le service du professeur que je respecte le plus, j'ai été sous-considérée, parce qu'un fou ne peut pas prendre en charge un fou. Pourtant il y a 3 personnes qui voulaient m'embaucher, mais il n'y a pas de création de poste. On nous fait valider des compétences, on acquiert. On a plus de valeur et de savoir que les psychiatres qui prescrivent des médicaments que nous on teste, on prend, qu'on subit. On subit la psychiatrie, on nous enferme, on n'a jamais le droit de parler, on n'a jamais le droit de rien dire. On a juste le droit de prendre notre traitement. Et quand on décide d'être médiateur, qu'on se forme, ben là les politiques nous ferment les ouvertures. On est 1 milliard de chômeurs. Pourquoi vous n'ouvrez pas quelques postes? On est formés et on nous dit à la fin de votre diplôme, vous n'aurez rien. Moi je vous réponds, madame, pourquoi vous n'ouvrez pas des postes? Il n'y a pas des ouvertures. Non, mais pourquoi on ne fait pas en sorte de faire des demandes, que le métier soit reconnu? Pourquoi sur les fiches de ceux qui sont déjà médiateurs, il y a écrit agent administratif? C'est bien un métier. Je comprends pas. Moi, franchement, je comprends pas, mais je dois être bête. Non, c'est pas ça. Ouais. Enfin, c'est pas une question de bêtise, c'est une question de clivage. Voilà. Donc, on arrive au bout de cette discussion, de cette chat-chad. On va passer, quelques-uns ont déjà le programme dans la main, on va passer à un moment, je ne vais pas le qualifier. Je me lève, je quitte mon lit et me rends aux toilettes. Je pisse, je souris, je baisse la tête et me tourne les doigts. J'ai 40 ans, je suis un peu maigre, j'ai des lunettes, je me regarde dans le miroir, je ne change pas. Je souris. J'ai toujours le même visage. Je m'habille, rencontre mon voisin de chambre. Lui est énervé de se réveiller. Il a toujours la mauvaise tête et moi je lui souris. Je baisse la tête et je me tourne les doigts. Je mets mes chaussettes à l'envers. Ma chemise est mal boutonnée. Ça énerve l'infirmière. Elle me demande si j'ai pris mes médocs. Moi, ça me dérange pas de répondre. Je souris aux médicaments. Je baisse la tête et me tourne les doigts.
J'ai toujours des questions à poser. Et chaque fois qu'on me répond, je remets ça en balançant. Et pourquoi? Agacé, il s'en va. Et moi, je souris. Je baisse la tête et me tourne les doigts. Je souris aux cigarettes. Je les fais entrer en moi. J'en veux toujours. Que mes doigts et mes lèvres jaunissent, mes habits sentent la cigarette. Les gens me fuient. Sauf mes copains, qui veulent toujours mes cigarettes. C'est pas grave. Ma maman m'en apporte toutes les semaines. Ça leur fait plaisir quand je leur en donne. Et moi, je souris. Je baisse la tête et je me tourne les doigts. Ma mère et les infirmières me disent qu'ils profitent. Moi, je ne crois pas. Je quitte l'hôpital. J'ai prévenu personne. Je traverse la rue. Les voitures me klaxonnent. L'autre s'arrête devant moi. Il me crie dessus. Je le regarde. J'allume une cigarette. Je vois dans les voitures. Ils sont tous énervés. Je leur souris. Je baisse la tête et je me tourne les doigts. J'emprunte la grande rue. Les gens sont pressés. Je me fais discret. Il y a des feux. Ils passent au rouge, au vert. Je me suis arrêté. J'ai compté. Jusqu'à 50. Du rouge, le feu est passé au vert. J'ai attendu. Après 50, le vert est passé au rouge. Un monsieur est passé et m'a dit qu'il ne fallait pas rester ici, que c'était dangereux. Je lui souris, je baisse la tête et me tourne les doigts. Je continue à marcher. Je vois une boulangerie. J'aime les pizzas et les pêches à la crème jaune. Les gens attendent, moi je passe devant eux. Il y a une dame derrière le comptoir. Les gens qui attendent sont énervés. Je ne sais pas pourquoi, mais aussitôt qu'ils me voient, ils ne disent plus un mot. Je dis à la dame que je veux un morceau de pizza, mais je veux celle avec les olives et une pêche aussi. Elle me demande si j'ai de l'argent. Je lui sors un bouton de mon pantalon et je lui donne. Elle m'amène une chaise, me donne la pizza et la pêche que je mange. Que c'est bon. Je souris à la dame, à la pizza, à la pêche et aux gens qui me regardent. Je baisse la tête et me tourne les doigts. Après avoir fini de manger, une voiture où c'est écrit « Police » vient me poser des questions. Je ne les comprends pas. Et eux non plus. Ils me proposent de faire un tour dans la voiture. Je suis content. Je souris, je baisse la tête et me tourne les doigts. Ils me demandent où je voudrais aller. Je leur demande si on peut aller chercher mon copain de chambre à l'hôpital. Je leur ai montré le chemin. En arrivant à l'hôpital, j'ai remarqué que la dame et le monsieur, qui étaient habillés en bleu, avaient un pistolet. Ils m'ont remis à mon docteur, qui était énervé. Elle m'a dit que ça fait 12 heures que je suis parti, qu'elle n'était pas contente et que je n'ai pas le droit de sortir. En plus, je ne sais pas pourquoi la voiture de police est partie. On n'a pas pu faire un tour avec mon copain. Je suis déçu. Je souris, je baisse la tête et me tourne les doigts. Je rentre dans ma chambre. Je pose des questions en boucle. J'allume une cigarette après l'autre et je souris au jour qui s'en va et à la nuit qui arrive. Au moins là, je vais plonger dans mes rêves. Comme ça, je leur sourirai. Les cauchemars, moi aussi, je leur souris. Je baisse la tête et me tourne les doigts. Je vais dire un mot parce que sur le texte à la fin. Oui. Non, on l'a fait exprès. Ah oui, très bien. Ouais, c'est parce que ça me tient à cœur, je ne veux pas mettre de l'émotion. Oui. Donc, je profite qu'elle est bien ici. Donc, c'était au moment, ce texte, je l'ai écrit au moment où il y avait les événements du 12 janvier ou 9, je ne me rappelle plus. Du 7. Du 7. Donc là, j'avais quasiment fini le livre, la boucle, quoi. Et on me demandait pourquoi ne pas écrire sur la folie naissante à travers les pseudos musulmans. Et après, il y avait les larmes, on est tous charmés, tout ça, et bon, ça leur appartient. Et c'est pas ça, c'est que j'avais perdu mon frère, juste, et ça me fait Charlie. Donc voilà, j'ai fait ça. Je fais une double pensée pour mon frère et le journal, les deux. On est deux, on a le même surnom, c'est Charlie. Et quand on vous aime bien, qu'on s'aime tous et qu'on a envie de bien manger, de partager aussi un repas, avec les Mains Unies, nous allons partager ce repas. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, parce qu'on pourrait croire que des fois c'est un peu trop facile les questions de gratuité, le repas n'est pas gratuit, il est offert. Ouais, je suis. Ah ouais, c'est Jean-Marie, passe-moi une question.
Excusez-moi, ça marche? Si vous n'avez pas d'argent, oui, il faut faire. Ah oui, oui. Oui. J'avais fait un peu dans ce sens-là. Ça lui fait plaisir de le dire. Ah, d'accord. Je te laisserai récupérer ton câble. C'est bon, je te laisse là, comme ça il est à partie. Dernier.